هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصفة على الأيادي الخاطفة هبت رياح العاصفة على الأيادي الخاطفة. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Cher frère Abdullah Boudami, étudiant en sciences politiques en 5e année de licence. Oui. Et le cher frère Sofiane Kazaoué, étudiant en sciences politiques en 5e année de licence aussi, en sciences politiques. Donc, on est venu aujourd'hui pour parler de la question palestinienne suite aux derniers événements qui sont passés dans les jours précédents. Donc la première question que j'aimerais vous poser, quels sont les derniers événements qui se sont passés en Palestine? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc globalement, si on regarde un peu l'actualité, on suit un peu les événements qui sont passés en Palestine. On sait que la réalité est différente selon que l'on soit dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie. En termes de violence israélienne, en termes de pouvoir politique, en termes des souffrances qui sont vécues, c'est assez différent, donc ça mérite une analyse séparée. Premièrement, pour Gaza, il n'est un secret pour personne qu'il y a une opération israélienne qui a été faite sous le nom de pilier de la défense, avec une terminologie toujours de propagande. Évidemment, quand on parle de défense, on sait très bien en regardant les événements qu'il s'agit en fait d'une attaque venant d'Israël. Et il y a plusieurs facteurs dans cette attaque-là, mais un des facteurs, c'est qu'il devait y avoir des élections, il va y avoir des élections, et qu'il s'agit toujours en Israël d'être le plus dur envers les Palestiniens, le plus cruel, celui qui pourra aller le plus loin face aussi aux instances internationales, dans une espèce de surenchère qui a toujours lieu. Donc à Gaza, il y a eu cette opération. Cette opération a causé des dizaines de morts, notamment chez les enfants et chez les femmes, puisque tout le monde sait aussi que la bande de Gaza est une des portions de territoire les plus densément peuplées au monde, et que lorsqu'on bombarde la bande de Gaza, on bombarde en fait des populations civiles, et les résistants ne savent pas faire autre chose que de pouvoir riposter avec les maigres moyens qu'ils ont, notamment des roquettes artisanales, et que lorsqu'on vise des résistants, on vise aussi des civils, puisque c'est une bande de territoire très densément peuplée. Donc ça c'est pour Gaza. Il y a évidemment la situation de la Cisjordanie qui est une situation qui dure de la même manière dans un espèce de statu quo depuis des années, et qui consiste premièrement au mur de séparation. Il y a un mur qui est toujours en construction, qui s'enfonce dans la terre palestinienne, qui coupe les villages palestiniens les uns des autres, qui confisque des territoires, qui confisque les ressources, notamment les ressources en eau, et qui empêche les Palestiniens de pouvoir voyager, se déplacer, voir leurs voisins, voir leurs terres, sans compter la colonisation qui, tous les jours, là au moment où on parle, il y a 3000 logements qui sont en construction, encore supplémentaires, et qui réduisent à peau de chagrin les territoires des Palestiniens. Alors on sait très bien aussi que la Cisjordanie est entre guillemets gouvernée par l'autorité palestinienne, entre guillemets, parce qu'en fait il s'agit d'une souveraineté de façade. Il n'y a ni police cohérente, ni armée, ni souveraineté sur l'eau, ni souveraineté aérienne, ni continuité territoriale. À savoir que c'est une souveraineté de façade, et il est dramatique que les membres de l'autorité palestinienne entretiennent cette façade, entretiennent les négociations, entretiennent toute cette vaste blague et ce théâtre dramatique qui coûte la vie à de nombreux individus, et qui surtout coûte l'humiliation permanente, puisque qu'il s'agisse d'aller au travail, qu'il s'agisse d'aller à l'école, qu'il s'agisse pour une mère d'enfanter, ils sont toujours bloqués au checkpoint, et il n'y a aucun moyen de vivre décemment une vie comme n'importe qui le voudrait. Pour revenir au Hamas, on peut souligner que le Hamas historiquement a été dans une position de non-concession sur les droits inaliénables du droit palestinien, et sur le fait que sur les principes islamiques, il y avait aussi une volonté de ne pas céder sur des principes inébranlables. Et on le sait très bien, la philosophie qui a essayé d'entraîner par exemple le cheikh Yassine rahimahullah, et aussi le chef politique Al-Rantisi qui a aussi été tué, Allah yarhamou, et on voit que depuis quelques années il y a un glissement dans les leaders du Hamas, à savoir que ce qu'a fait l'OLP, l'autorité palestinienne, dans les années 90 en termes de trahison graduelle,
on est en droit de déplorer aujourd'hui que le Hamas puisse suivre cette piste-là. Ok. Donc on a vu dernièrement que la Palestine voulait faire partie d'un des pays membres observateurs de l'ONU. Est-ce que c'est le droit international va garantir la justice pour la Palestine? Eh bien, pour cela, il me semble que la façon la plus évidente de répondre à la question, c'est de regarder l'histoire. D'où vient l'État israélien? Comment est-ce que l'État israélien a trouvé la légitimité? Par qui a-t-il été reconnu? Ben, il a été reconnu par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui a codifié et construit le droit international. Israël est le seul État créé de toutes pièces par une résolution de l'ONU. Et donc, comme disait Lord Balfour, qui est le Lord anglais qui a écrit la déclaration Balfour, qui déjà en 1917 voulait installer un foyer juif en Israël, en Palestine plutôt, il a dit « Nous sommes en train de céder une terre qui ne nous appartient pas à un autre peuple ». Donc il faut vraiment replacer les choses dans leur contexte, dans les fondements, dans le début. C'est-à-dire qu'on va donner une terre qui appartient à un peuple à quelqu'un d'autre. Et donc à partir du moment où on donne ne serait-ce qu'un centimètre de cette terre à un autre peuple, c'est déjà une injustice profonde et fondamentale. Donc lorsqu'on parle de justice internationale, il faut savoir de quoi on parle. On parle en fait d'une injustice fondamentale. Et il faut savoir que la personne qui voudrait négocier au nom des Palestiniens et qui voudrait céder ne serait-ce qu'un centimètre, celui-là aussi violerait la justice la plus fondamentale. Il faut regarder par exemple une anecdote tirée de la Bible. C'est une anecdote qui est une métaphore qui permettra de voir où on en est. Parce que souvent on traite les Palestiniens et les musulmans ou les autres qui veulent que la Palestine revienne entièrement aux Palestiniens, on les traite d'extrémistes, de radicaux, etc. Mais par exemple, il y avait une métaphore, et je vais la présenter brièvement. Un jour, un homme sage se promenait dans le marché de la ville qu'il gouvernait, et il entend du bruit. Il entend un grand vacarme, et il voit deux personnes se disputer, et tout un attroupement autour. L'objet de la dispute était quoi? C'était un poulet. C'était un poulet, et alors il dit, qu'est-ce qui se passe? Les deux hommes disent, ce poulet est le mien. Et cet homme sage se dit, tiens, je vais essayer de les éprouver, je vais voir qui a raison et qui a tort. Il dit, pas de problème, nous allons régler la situation très facilement. Nous allons couper le poulet en deux, et chacun repart avec la moitié. Le premier homme dit, pas de problème, cet arrangement me va très bien. L'autre dit, non, ce poulet est à moi, il doit me revenir entièrement. Je ne peux pas me satisfaire de la moitié. Aujourd'hui, nous avons la même situation avec la Palestine. Israël, évidemment, a été d'accord avec la résolution de l'ONU qui lui a donné la moitié de la Palestine, puisque ça ne lui appartenait pas. Tandis que les Palestiniens les plus sincères, il est évident qu'ils vont insister pour que pas un seul centimètre ne leur échappe. Et donc, il faut bien garder cela en tête pour voir qu'est-ce que le droit international. Le droit international, dès le début, a été fondamentalement injuste envers les Palestiniens, et on ne comprendrait pas pourquoi, avec la logique qui a créé l'injustice, on ne comprendrait pas pourquoi c'est cette logique-là qui créerait la justice aujourd'hui. Et on sait que selon la doctrine musulmane, comme l'a expliqué par exemple l'imam Ibn Taymiyyah, quand un territoire musulman est occupé par n'importe qui, il revient à tous les musulmans de faire en sorte que ce territoire soit libéré, même si ce dernier est de la taille d'une main. Et donc pour rebondir là-dessus et revenir au cas qui nous occupe aujourd'hui, beaucoup de gens diraient c'est bien beau la théorie, c'est bien beau la justice, mais aujourd'hui les Palestiniens sont dans une souffrance interminable et parfois il faut négocier pour un peu relâcher la pression. Très bien, mais voyons l'histoire alors. Lorsque les Palestiniens, après la première intifada qui a lieu à la fin des années 80, lorsqu'ils ont voulu rentrer dans la logique de la négociation, il faut savoir ce que ça veut dire une négociation bilatérale. C'est-à-dire une négociation où vous êtes l'un en face de l'autre. Lorsque le lion négocie avec le lapin, on peut dire que c'est aussi une vaste blague. Parce qu'évidemment, c'est le plus fort qui va imposer les termes du débat. Et donc lorsque l'OLP est rentré dans la logique des négociations maintenant, depuis une vingtaine d'années, qu'est-ce que cela a amené? Cela a amené à une reconnaissance factice d'une espèce de souveraineté palestinienne sur 12% du territoire, et alors même qu'on voit que les agressions d'Israël n'ont jamais cessé, et alors même qu'on voit que dans les accords d'Oslo, qui fournissent plus de 300 ou 400 pages de règlements, Israël ne respecte jamais les propres termes qui sont dans l'accord, tandis que les Palestiniens sont toujours sommés de respecter leurs accords. Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que les personnes qui ont été à l'œuvre au sein des négociations, notamment Ziad Klo, qui a écrit un livre « L'État palestinien n'existera pas », qui était au cœur des relations diplomatiques palestiniennes lors des négociations, a dit que ça ne menait nulle part. C'était il y a quelques années. Aujourd'hui, Leïla Shahid, qui représente la délégation palestinienne
à l'Union européenne, a dit très clairement à la RTBF, cela fait 20 ans que nous avons abandonné la résistance. Aujourd'hui, nous n'avons rien. Nous n'avons ni la souveraineté de Gaza, ni la souveraineté sur la Cisjordanie, ni Jérusalem-Est. On ne parle même pas de Jérusalem entier. Ils n'ont même pas Jérusalem-Est. C'est-à-dire la part qui leur revient normalement de droit dans le droit international que je mets encore des guillemets. Donc, les personnes qui sont au cœur même, disent elles-mêmes que ça n'a rien amené. Donc pourquoi est-ce que aux personnes qui disent il faut les fondements du droit inaliénable des Palestiniens, pourquoi à ces personnes-là on leur dit que les négociations vont permettre de mettre un peu d'oxygène, puisque l'histoire nous montre que c'est faux. Qu'en pensent les élites israéliennes? Donc brièvement sur cette question, il faut savoir que on ne peut pas voir l'État israélien comme un ensemble monolithique où ils seraient tous d'accord. Il faut bien voir qu'il y a une injustice fondamentale, il faut bien voir qu'il y a une propagande aussi dans les médias, il faut savoir que l'extrême majorité des Israéliens sont pour la politique menée par le gouvernement. C'est un des rares pays où on peut avoir 90, 95%, 99% de personnes d'accord sur une politique. C'est extrêmement rare. Même aux États-Unis, dans le monde occidental, lorsqu'il y a une opération guerrière, il y a parfois une grosse majorité. 40, 50, 55%, 60%, quelques mois avant que cette majorité ne s'effondre. En Israël, on a un cas extraordinaire de pseudo-démocratie dans laquelle toute la population, dans son pratiquement quasi-majorité, quasi-unanimité, sont d'accord pour les opérations qui sont menées. Par contre, dans les élites israéliennes, on voit qu'il y a certaines personnes qui sont plus intelligentes que d'autres. On a évidemment la logique des élections qui font qu'il y a une surenchère. Les hommes politiques qui vont avoir le plus de succès sont ceux qui sont le plus vulgaires, le plus grossiers, le plus violents. Mais il y a par exemple ceux qui sont pour la politique de ce qu'on appelle le tout changer pour ne rien changer. Faire semblant de changer les choses sur le papier pour que sur le terrain, c'est le statu quo. Et on a vu Shimon Peres qui n'est pas connu pour être une colombe. Shimon Peres est un des architectes des guerres qu'il y a eu. Lui-même a dit que c'était bien que l'État palestinien ait un poste de non-membre observateur permanent de l'ONU, puisque c'est en fait un poste qui permet de redonner une légitimité à l'OLP, puisque au plus l'OLP reste au pouvoir, au plus on est sûr que rien ne se passe. Mahmoud Abbas, qui est Abu Mazen, comme on l'appelle dans les pays arabes, est à l'œuvre dans l'autorité palestinienne. L'OLP. L'OLP, c'est l'Organisation de libération de la Palestine. C'est une organisation qui a été créée il y a longtemps et dont le chef de file était Yasser Arafat et dont le siège était à Tunis avant de changer d'endroit. Mais c'était une organisation basée sur la défense et la résistance, qui n'était pas basée sans doute sur les principes islamiques, non, mais qui était basée sur le fait que la résistance devait avoir lieu jusqu'au bout, jusqu'à ce que les Palestiniens recouvrent la souveraineté de tout l'État de Palestine. Et l'OLP a perdu de sa substance lorsque Yasser Arafat, qui est son leader charismatique, quasi suivi par tout le monde, quand lui est rentré dans la logique de négociation. Et donc on voit que Mahmoud Abbas, qui est le successeur en quelque sorte de Yasser Arafat, est un homme qui est à la fois détesté et adoré en Israël. C'est ce qu'on appelle un meilleur ennemi. C'est-à-dire que c'est une personne qu'on déteste dans les médias, mais qu'on adore en politique, puisqu'il permet d'être un interlocuteur qu'on va tout le temps chérir et qui va faire en sorte, qui va être la clé du système d'immobilisme et de statu quo. En reconnaissant cet état factice à l'ONU, en fait, on est en train de redonner une légitimité à Mahmoud Abbas. Est-ce qu'on ne peut pas considérer donc les forces de sécurité de l'autorité palestinienne comme une sorte d'extension des forces d'occupation? Effectivement. Et d'ailleurs, si on lit avec un œil critique les accords d'Oslo, on le voit qu'en fait c'est quasi sur papier, puisqu'il y a de nombreuses zones de la Cisjordanie dans lesquelles les policiers palestiniens ne peuvent rien faire sans l'autorisation des policiers israéliens. C'est-à-dire qu'ils sont en fait un coup de génie politique israélien. Quand un policier israélien doit agir, évidemment, il y a un ressentiment de la part de la population. Mais lorsque c'est les policiers palestiniens eux-mêmes qui emprisonnent, torturent et enferment les résistants palestiniens, ben là, à qui les Palestiniens doivent-ils en vouloir, sinon à eux-mêmes? C'est un coup de génie politique, et il est dramatique que 20 ans après, il y a encore des personnes qui pensent qu'il y a un avenir à travers cela. عدم الرد على تحرشات المستوطنين وعدم إطلاق النار بأي شكل من الأشكال. في منطقة خليل في إسرائيلي مخطوف زي جلعاد شليل. لا 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 أنا سأعمل على فك أسره وتحريره. يا عيني يما
صح؟ بدك تنظف حالك صح؟ لا والله حرب بدك تنظف حالك ولا ليش رافعوا على حماس؟ انت يا رئيس القوة التنفيذية اذبح. وهقول للمخابرات اول شيء، اي واحد بيشوف اي واحد حامل صاروخ يضربه، يقتله، يطخه، منيح هيك؟ واحنا مسؤولين. عندنا جيش بسد عين الشمس، والله ما بيستحملوا معنا غلوه، وانا في الميدان وعارف الصحيح. Et donc l'initiative de Mahmoud Abbas à l'ONU ne peut-elle être pas interprétée comme une tentative de relégitimation de l'autorité palestinienne, une envie de redorer le blason de l'autorité palestinienne qui est complètement discrédité, qui n'est plus considéré comme l'avant-garde de la résistance palestinienne? Et je suis convaincu de ça et je pense que c'est à plusieurs niveaux. Premier niveau, le niveau israélien, on a tout changé pour ne rien changer, comme j'expliquais. Niveau des puissances occidentales, puisqu'il y a un ras-le-bol, par exemple des musulmans qui vivent dans les pays occidentaux, mais aussi de toute une série de franges de mouvements anti-impérialistes, il y a un certain ras-le-bol. Donc lorsqu'on dit, par exemple comme la France l'a fait, et comme la Belgique l'a fait, et comme plusieurs pays l'ont fait, oh, on hésite à donner ce statut, on hésite à voter oui, et puis que la veille on dit non, pour finir on va voter oui, ça donne l'idée qu'il y a eu un grand avancement, un grand pas. Et du coup, toutes les frustrations qui sont nées et qui sont augmentées avec l'opération Pilier de la Défense se sont relâchées d'un coup. On a vu des rues où les gens manifestaient de joie, etc. Et donc c'est un coup de génie au niveau politique. Et au niveau de l'ONU, puisque l'ONU est en manque de crédibilité à plusieurs niveaux, depuis les années 90, énormément de dossiers dans lesquels ils se sont plantés, le dossier du Rwanda, le dossier de la Bosnie, et on pourrait en citer le Darfour. Tous ces dossiers, ils sont passés complètement à côté, et c'est là de nouveau un moyen de redonner une légitimité au droit international. Et le droit international, c'est une structure, c'est un instantané des rapports de force issus de la Seconde Guerre mondiale, et il y a beaucoup de gens qui veulent garder ces rapports de force, et c'est pour cela qu'ils vont redonner une légitimité à travers ces opérations qui sont des opérations de façade. Pourquoi les États-Unis et Israël insistent sur les négociations bilatérales? C'est un coup de propagande très très futé que de dire que le fait que Abou Mazen, donc Mahmoud Abbas soit passé par l'ONU était un coup de force unilatéral, puisque en théorie le droit international c'est le multilatéral, c'est là où tout le monde a son mot à dire. Mais même cette façade, ils la trouvent dérangeante. Même l'ONU, ils trouvent que parfois ça peut être... Même ça, ils n'en veulent pas. Alors que dans les négociations bilatérales, comme je le disais tout à l'heure, c'est extrêmement simple. C'est de nouveau la métaphore du lion et du lapin. On ne veut pas ouvrir l'assemblée à tous les autres qui pourraient avoir un mot à dire. Donc lorsqu'on ferme les négociations entre les Palestiniens qui n'ont aucun moyen de faire valoir avec force leurs revendications, face à la 5e armée mondiale qui reçoit plus de 3 ou 4 milliards de dollars d'aide annuelle par les États-Unis, on voit qu'il y a un déséquilibre de force absolument sidérant, et déséquilibre qui est fortement favorisé par l'incurie et la non-assistance à personne en danger des dirigeants arabes. Énormément de personnes pensent que c'est plutôt Israël qui contrôle les États-Unis ou plus largement l'Occident. Cette idée est bien entendu invalide. C'est plutôt l'Occident qui permet à Israël de subsister, de s'être mis sur pied, qui a permis à Israël de s'armer et qui permet en fait à Israël de faire ce qu'il veut. Que pourrais-tu dire par rapport à ça? Moi je crois qu'il y a une approche parfois un peu émotive du conflit israélo-palestinien et un peu complotiste qui consiste à voir en Israël la cause et la conséquence du conflit israélo-palestinien. Comme si Israël avait une espèce d'aura, une mission terrestre miraculeuse qui ferait qu'ils peuvent influencer le monde entier pour qu'ils les suivent. C'est plutôt le contraire. Il y a des pays qui ont un intérêt objectif à ce qu'Israël existe, notamment le fait d'avoir une base militaire, une espèce de porte-avions terrestre avec des armes nucléaires qui peuvent calmer les ardeurs populaires locales des pays arabes et des pays musulmans.
Mais il faut savoir aussi qu'il y a énormément, par exemple, de lobbies qui ont intérêt à ce que cela survienne. Par exemple, il faut rappeler que la majorité des sionistes dans le monde ne sont même pas juifs. La majorité des sionistes sont des chrétiens évangélistes américains qui ont un intérêt, qui n'aiment pas spécialement les juifs, mais qui détestent les musulmans encore plus qu'ils détestent les juifs, et qui croient que l'État israélien pourra leur apporter leur Messie, qui pourra faire régner la paix. Combiner ce lobby-là, combiner le lobby des armes, combiner beaucoup d'éléments impérialistes et géopolitiques, et vous comprendrez pourquoi est-ce que les États occidentaux, notamment, veulent que Israël reste le gardien de fer, le chien de garde dans la région. Penses-tu que le fait que la première opération israélienne il y a 4 ans, plomb durci, et la dernière, pilier de défense, le fait qu'elles ont eu lieu toutes deux lors de la vacance du pouvoir présidentiel américain, démontre le fait que c'est plutôt les États-Unis qui téléguident Israël que l'inverse? Oui, bien sûr. Donc on remarque que c'est lors des élections, avec le caractère typique des élections américaines qui prennent des mois, dans lesquels on est occupé par la campagne électorale, etc., on se rend compte que c'est un moyen de laisser une espèce de permission à Israël de pouvoir mener ses opérations sans que cela ne gêne un peu les relations diplomatiques, etc. Et on voit que c'est une politique américaine cohérente, intelligente, pertinente, et qui, pour le moment, a montré ses fruits. Et on sait que ce sont d'abord les Anglais qui ont permis au mouvement sioniste de se développer en Palestine. Ce sont ensuite les Français qui, dans les années 50, ont armé, financé, mis sur pied l'armée israélienne. Ensuite, ce sont les Américains qui ont repris le relais dans les années 60, et ce, jusqu'à aujourd'hui. On sait que la plupart des pays occidentaux vendent des armes à Israël. On sait par exemple qu'en 2007-2008, l'industrie bruxelloise a été le premier fournisseur de matériel israélien à Israël. Et donc tous ces éléments viennent appuyer l'idée que Israël sert les intérêts de l'Occident, et oui, l'Occident sert aussi les intérêts d'Israël, mais c'est plutôt Israël qui est l'émanation des intérêts occidentaux. Mais il est évident, lorsqu'on regarde Israël, certaines personnes disent que ce n'est pas une colonie, parce qu'elle n'a pas de métropole, comme avant il y avait une métropole, par exemple pour l'Algérie, il y avait la France qui était la métropole de l'Algérie française. Mais Israël est un cas typique. Les colonisations sont différentes d'un cas à l'autre, mais Israël est un cas typique parce que, comme l'a souligné Soufiane, les métropoles ont été changeantes et différentes. D'abord, il s'est agi de la SDN, la Société des Nations, au sortir de la Première Guerre mondiale. Ensuite, c'était un mandat britannique pendant 20 ans. Ensuite, l'ONU a reconnu l'État israélien. C'est d'abord l'URSS, via la Tchécoslovaquie, parce qu'il y avait un embargo sur les armes. L'URSS avait parmi ses États satellites la Tchécoslovaquie, qui a envoyé des armes à Israël, alors qu'on fait semblant qu'Israël était comme David face à Goliath, on fait semblant qu'il n'était pas armé, qu'il n'avait pas de puissance derrière. Il y avait la puissance soviétique qui était une des plus grandes, la deuxième ou la première ou la deuxième grosse puissance du moment. Ensuite, le relais a été pris par la France, et c'est grâce à la France qu'Israël a obtenu l'arme nucléaire. Ce n'est que De Gaulle qui a mis un terme à cela, et directement après vient notamment la politique de Kissinger, une politique indéfectible, inconditionnelle de soutien américain à Israël, avec l'aide très très précieuse pour les Américains du Canada, des Pays-Bas, de la République tchèque, de la Grande-Bretagne et de la France, un petit peu plus, un petit peu moins selon l'époque. Donc Israël peut être considéré comme un pur produit du colonialisme et de l'impérialisme occidental. On constate par exemple que les Anglais, à chaque fois qu'ils quittaient une ancienne colonie, un ancien territoire qu'ils occupaient ou dominaient, comme par exemple l'Inde, ils ne partaient pas sans diviser les territoires et les populations. En Inde, ils ont aidé à la création du Pakistan pour faire en sorte que les Indiens et les Pakistanais s'entre-affaiblissent. Quand ils étaient en Irak, ils ont aidé à la création du Koweït, afin encore une fois de couper l'Irak de la mer et de diviser la population irakienne et de flouer le pouvoir qui prend en ce moment-là sa place. Ils ont fait exactement la même chose en Palestine en permettant la création d'un État pro-occidental, un État qui permettra justement d'empêcher la reconstitution de l'Empire ottoman. Cinquième question, donc, qui est la dernière. Quelle est la position que le musulman doit avoir par rapport à cet événement palestinien?
Eh bien, justement, nous, en tant que membres du CRM, du collectif Réflexion Musulmane, la première conférence qu'on a organisée portait sur le fiqh al-waqi', c'est-à-dire une méthodologie qui consisterait à, en parallèle du renforcement de la compréhension du dogme islamique, le renforcement de la compréhension du monde dans lequel on vit, pour que aussi bien le dogme que la réalité se combinent pour avoir une approche étayée, argumentée, solide, cohérente et pertinente. Alors aujourd'hui, on ne peut pas avoir une vision sur la Palestine en tant que musulman qui soit cohérente si nous n'avons pas les bases de la aqidah, si nous n'avons pas les bases de l'unicité divine. Et inversement, on ne peut pas, même si on a de bonnes bases religieuses, prendre des décisions et des analyses pertinentes si on n'a pas ces éléments historiques, politiques, sociologiques et si on ne regarde pas l'histoire. Autrement dit, nous, en tant que musulmans, nous savons qu'en termes de géopolitique, qu'en termes de avec qui on va s'allier, avec qui on ne va pas s'allier, quelle est notre ligne de conduite, on a ce qu'on appelle al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, qui est une codification des règles qui sont extrêmement importantes, parce qu'à travers cette codification, en le suivant, qu'on respecte la base, la aqidah, le tawhid, l'unicité divine, et c'est par là qu'Allah pourra nous élever et non pas nous humilier comme on est humilié maintenant depuis maintenant plus de 80-90 ans, depuis la fin du califat, depuis que la Palestine est aux mains de nos pires ennemis. Et donc l'idée selon laquelle la question palestinienne n'est pas islamique ou n'est pas religieuse est une idée complètement erronée. Déjà, on constate que les Israéliens, le nom même de leur dernière opération, c'est pilier de défense. En hébreu, en fait, c'est beaucoup plus précis parce que ça fait référence à la colonne de fumée. Et la colonne de fumée, c'est en fait un récit biblique qui enseigne, qui nous apprend que le Dieu biblique se serait incarné sous forme de fumée dans le désert afin de guider le peuple d'Israël. Donc la grille de lecture religieuse existe chez les Israéliens, et aujourd'hui, par contre, les musulmans, eux, sont dans une logique où ils évacuent la question islamique de la cause palestinienne, alors que justement la cause palestinienne devrait plutôt être réinvestie par une grille de lecture islamique, pour la simple et bonne raison que de nous sommes musulmans et nous devons encore un notre doctrine, que c'est la voie du succès, et troisièmement, c'est aussi parce que à cause de la laïcisation, de la sécularisation de la cause palestinienne, on s'est retrouvé avec 200 millions d'Arabes qui sont pro-palestiniens, alors que si on avait analysé ça selon la grille de lecture islamique, eh ben on aurait eu 1,5 milliard de résistants de le peuple palestinien. Donc la cause palestinienne est une affaire avant tout musulmane, en raison du troisième lieu saint de l'islam qui est occupé, en raison des hadiths qui parlent de la question palestinienne, en fait, en raison du fait qu'elle est évoquée dans le Coran, et en raison du fait que c'est par la solidarité de la Oumma que la Palestine sera libérée, Inch'Allah. Et justement, la question de l'Wala wal-Bara nous permet d'écarter justement le fait de travailler avec les États-Unis, par exemple, ou d'autres entités du même genre, pour la simple et bonne raison que ces gens sont profondément hostiles à l'islam et aux musulmans et à leurs intérêts, à leur religion, et qui n'ont aucunement l'intention de leur laisser la moindre petite indépendance ou la moindre pertinence à leurs valeurs. Et donc, il convient de travailler entre musulmans, de s'allier entre nous, de combiner nos forces, et avec les forces populaires de la Oumma, il nous sera possible d'aider, de secourir nos frères palestiniens, et cette fois-ci, il ne sera plus juste simplement question de soigner leurs blessures, mais il sera aussi question de mettre fin à ce qui produit leurs blessures. Évidemment, on sait très bien d'ailleurs, à travers le très beau hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la Oumma est à l'image d'un corps, et que lorsqu'un membre est touché ou blessé, c'est tout le corps qui réagit par la fièvre. Et on doit absolument avoir cette grille de lecture qui va nous écarter des parasites qui embarrassent nos pensées, parce que on se fierait trop aux analyses occidentalo-centrées du conflit israélo-palestinien. Car il faut vraiment reconnaître, et il faut savoir que même si certains membres des mouvements de la gauche radicale et des mouvements anti-impérialistes sont derrière la cause palestinienne, c'est à travers une autre grille de lecture, et même s'ils ont la noblesse d'être du côté des opprimés, ils ont une grille de lecture qui n'est pas la nôtre, des objectifs qui ne sont pas le nôtre. J'aurais une question à poser à Soufiane Kazaoui.
vous qui avez parlé comme quoi la question palestinienne est une question islamique. Mais on a un parti, le Hamas, qui se dit musulman, qui se dit un parti islamique, qui défend soi-disant la cause de l'islam. Que pensez-vous de ce parti? Alors on peut considérer le Hamas comme un produit de la pensée des frères musulmans. Au départ, le Hamas se situait plutôt dans la tendance radicale des frères musulmans, ce qui était une bonne chose, parce que qui dit radical dit se rapprocher de la vérité. Et les premiers leaders du Hamas étaient des gens partisans de l'État islamique, étaient des gens qui injectaient dans leur rhétorique les concepts de Ummah, de l'Wala wal Bara, de la Sharia, du droit musulman, etc. Et à l'origine, donc, leurs objectifs étaient la création d'un État islamique en Palestine et plus tard faire partie d'un État supranational musulman beaucoup plus global qui est le califat. Mais ces derniers, au fur et à mesure, ont abandonné ces éléments de leur doctrine et de leur programme, pour la simple et bonne raison qu'il y avait un certain nombre de germes au niveau de la Aqidah, des germes pathogènes au niveau de la Aqidah, au niveau de leur vision de l'islam. Ils étaient influencés par des concepts venant d'ailleurs, des concepts de nationalisme. C'est pour ça qu'on qualifie souvent le mouvement palestinien Hamas de mouvement islamo-nationaliste. Et ces derniers se sont coupés de la Oumma et ont une vision purement locale, ce qui les mènera par exemple à se désavouer de la cause tchétchène ou encore à tuer des résistants. Par exemple en 2009, ils ont tué certains Palestiniens d'autres organisations parce que ces derniers voulaient instaurer le droit musulman à Gaza. Et donc le Hamas malheureusement prend une voie extrêmement dangereuse. Le refus de l'application de la charia, l'enfermement et la torture des prisonniers, des autres résistants, d'autres mouvements qui se revendiquent d'un islam beaucoup plus authentique et originel. Tous ces éléments-là montrent que le Hamas est en train de déraper au sens littéral. Donc il ne faut pas les soutenir en tant que musulmans. Je pense que dans l'état actuel des choses, on ne peut pas soutenir le Hamas au niveau de ses prises de décision politiques, juridiques, et que c'est une grave erreur en tant que musulmans. Nous devons donc clairement montrer notre opposition au Hamas, non pas parce qu'il résiste à Israël, mais parce qu'il se désavoue d'un certain nombre de principes islamiques. Pour nous musulmans, il ne suffit pas de résister, il faut également investir la résistance, s'investir dans la résistance, dans le sentier d'Allah. Parce que c'est à l'aune des valeurs islamiques que nous résistons. Ce n'est pas la résistance qui détermine ce que doivent être les valeurs, les principes et les manœuvres politiciennes ou autres. Et donc aujourd'hui le Hamas a soutenu l'initiative de Mohamed Abbas. Aujourd'hui le Hamas a signé divers accords, a participé à diverses discussions sur la reconnaissance d'un État palestinien sur les frontières de 67. Ils sont en train de suivre la voie de Yasser Arafat, ils sont en train de suivre la voie de l'OLP et du Fatah. Et nous les invitons à revenir sur ces choses-là, à craindre Allah et à respecter les principes fondamentaux de l'islam. On va terminer par Abdullah Boudami. Oui, je rejoins totalement ce que vient de dire Soufiane. Et il faut vraiment dire aux personnes qui critiquent cette approche, qui dit mais vous n'êtes pas en Palestine, là-bas ils souffrent, là-bas ils sont dans des conditions épouvantables et donc ils sont obligés de négocier. On peut juste leur dire mais regardez historiquement, ceux qui ont remis en cause les accords d'Oslo ont été aussi durement critiqués. Aussi bien ceux qui ont remis en cause les accords d'Oslo d'un point de vue politique que ceux qui l'ont mis en cause d'un point de vue islamique. Ils ont tous été fort critiqués et aujourd'hui, force est de constater qu'ils avaient raison. Donc aujourd'hui on peut réitérer les mêmes analyses et dire mais cette façon de négocier et d'abandonner les principes islamiques ne va-t-il pas nous amener encore plus loin dans la déconfiture et dans l'humiliation? Premièrement. Deuxièmement, il faut savoir que nous, en tant que musulmans, nous avons tous un mot à dire par rapport à ce qui se passe en Palestine. Et certes, nous sommes là-bas, nous ne sommes pas là-bas, certes, nous ne souffrons pas, mais les principes islamiques restent inaltérables et inébranlables où que l'on soit, et qu'il s'agit donc, du fait que c'est parce que nous les aimons et nous voulons les conseiller et nous voulons que l'islam retrouve sa brillance et sa splendeur que nous voulons que ces principes soient respectés, car, comme l'a dit le grand Omar radiallahu anhu, il a dit, c'est par l'islam que l'on sera élevé et c'est lorsque l'on abandonne l'islam que l'on est humilié. Barakallahu fikouma pour cette intervention, ces analyses.
Donc au nom du CRM, on vous souhaite un salam alaikum wa rahmatullah, et la suite des analyses des événements qui touchent le monde musulman se poursuivra dans les jours à venir. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.